Disparition, tueur à gages, complice, aveu, suicide. Voici la très triste histoire du meurtre de Magali Blandin, un rocambolesque complot criminel. Magali est une femme de 42 ans et mère de 4 enfants. Elle est décrite comme gentille, discrète, bienveillante et qui ne cherche qu'à faire le bien autour d'elle. Elle a tout pour être heureuse, une famille qui l'aime, un métier enrichissant, mais son mari, Jérôme Gaillard, est un tyran domestique. Cela fait des années que ça dure, mais Magali tenait bon pour les enfants, surtout. En septembre 2020, Magali dépose plainte pour violence contre Jérôme. Elle décrit un climat d'agressivité qui dure depuis des années. En décembre 2019, son mari s'en est pris à elle car elle fumait une cigarette sur le pas de la porte. Il lui a ordonné de rentrer et d'aller se laver. Elle a refusé, il l'a aspergée avec un désinfectant pour chaussures et elle s'est mise à suffoquer. La scène s'est reproduite au mois de mars 2020. Jérôme l'a poussée violemment en arrière, sa tête a heurté le bitume. Depuis des années, violence et intimidation sont quasi quotidiennes. Mais Jérôme n'est violent qu'en privé. À l'extérieur, il se mue dans le rôle du mari et du père de famille parfait. Son cousin, Valentin Gendreau, pourtant, le voit comme il est, je cite, « mégalomane, mythomane, qui en fait des caisses pour essayer d'exister, tout comme ses parents, des gens toxiques qui vivent dans le secret et adeptes des coups tordus. » Valentin se souvient qu'en revenant du mariage de Jérôme et Magali, je cite, « mon père avait dit dans la voiture qu'un jour ça finirait mal, car il ne comprenait pas ce que Magali était venue faire dans ce bourbier. » Si l'un de ses voisins parle d'un homme aimable, c'est quelqu'un d'agréable, de poli, sympathique. Je ne l'ai jamais vu agressif avec ses enfants, et d'ailleurs je les voyais très souvent avec lui. Une amie du couple évoque quant à elle un mari colérique, narcissique et manipulateur, capable de hausser le ton facilement en cas de contrariété. Il a tout vu et tout fait, dit-elle. Magali obéissait. Le 2 septembre 2020 au soir, Magali et son mari ont une discussion animée dans leur maison de Montauban de Bretagne. Depuis l'été, les relations du couple sont tendues au maximum. Magali a annoncé à son mari qu'elle souhaitait prendre un compte en banque personnel et cette décision ne lui aurait pas du tout plu. Au cours de cette discussion, Jérôme Gaillard, décrit comme un homme robuste et athlétique, soulève le banc sur lequel son épouse est assise. Elle tombe sur les fesses en arrière. Le lendemain, Magali porte plainte à la brigade de gendarmerie de Montauban. Un certificat médical ne constate pas de lésions physiques. Lors de cet entretien, Magali évoque aussi les insultes, les bousculades, les dénigrements et les violences qui se répètent depuis 2005. Placé en garde à vue, Jérôme reconnaît avoir soulevé le banc, mais il se dit lui aussi victime de violences physiques. Interrogée, Magali aurait reconnu avoir frappé son mari, selon le procureur. Les enfants, âgés de 14, 12, 7 et 3 ans, confirment ses propos. La plainte est classée sans suite. Mais Magali n'en peut plus et prend son courage à deux mains. Elle quitte la maison et initie une procédure de divorce. Elle prend un petit appartement à Montfort-sur-Meux et tente de remettre sa vie sur les rails. Mais vous vous en doutez, la séparation ne se passe pas bien du tout. Jérôme, déjà violent, est absolument hors de lui. Magali se sent de plus en plus en danger. Dans un carnet, elle écrit ses craintes, pressentant que le pire allait arriver. Et elle ne se trompait pas. En secret, son époux prépare le plus machiavélique des scénarios pour l'éliminer. Un meurtre écrit à plusieurs mains, en famille, qui devait être le crime parfait. Nous sommes le 12 février 2021. Dans l'après-midi, Aurélie, une collègue de travail de Magali, contacte la gendarmerie et leur explique que Magali n'est pas venue chercher ses 4 enfants à l'école, ce qui ne lui ressemble pas, puisqu'elle est toujours très ponctuelle. Qui plus est, Magali a ce week-end la garde des enfants. Heureusement, les gendarmes de Montfort-sur-Meux prennent au sérieux sa disparition. Ils apprennent rapidement que la veille, elle ne s'est pas présentée chez sa psy. Évidemment, son mari Jérôme est contacté. Il est surpris que son épouse soit absente. Il déclare « Ce n'est pas normal, même si nous sommes en bataille pour la garde et le divorce, c'est une très bonne mère. » 3 jours passent sans nouvelles de la mère de famille. Lundi 15 février, une enquête pour disparition inquiétante est ouverte au parquet de Rennes. Un témoin croit avoir aperçu Magali sortir de chez elle le jeudi 11 vers 10h du matin. Elle semble être partie avec ses papiers d'identité, sa carte bancaire et ses 2 téléphones portables. Selon le bornage d'un des appareils, elle s'est dirigée vers le nord, une zone de bocage et d'étang. Forcément, les gendarmes relient la disparition au contexte tendu qui règne au sein du couple et ils se disent qu'elle a peut-être voulu prendre du recul et de la distance face à ces difficultés.
Mais Magali a 4 enfants. Chacun de ses proches affirme qu'elle ne les aurait jamais laissés sans nouvelles. De nombreuses battues et autres recherches sont mises en place par les forces de l'ordre là où son téléphone a borné pour la dernière fois. Des chiens, des hélicoptères, des hommes grenouilles ratissent le secteur, mais rien n'est retrouvé. Ces recherches tentent de répondre à l'hypothèse d'un départ à pied de Magali depuis son domicile, dans la mesure où sa voiture n'a pas bougé du parking et les enquêtes menées à la gare de Rennes et de Montfort-sur-Meux ne semblent pas indiquer la possibilité d'un départ en train. Jérôme ne participe pas aux recherches, mais il se justifie en disant qu'il était en conflit avec sa femme. Il explique « Je n'ai aucune animosité contre elle, je l'aime, je suis droit dans mes bottes ». Naturellement, il est suspecté, mais il a un alibi. Ses relevés téléphoniques le placent chez lui le 11 février, dernier jour où Magali est vue en vie. Également, des recherches sur son ordinateur portable ont été effectuées ce jour-là. Néanmoins, il est mis sur écoute. Un jour, il s'exclame « Pourquoi s'est-elle barrée ? Il y a trop de détraqués dans ce monde. C'est pas logique, c'est incompréhensible. » Les recherches continuent, mais Magali reste introuvable. Le 4 mars 2021, Jérôme et son avocat se présentent devant le juge d'instruction. Contre toute attente, il ne vient pas s'informer de l'enquête sur la disparition de sa femme. Il veut dénoncer une tentative d'extorsion de fonds. Ses parents, Jean et Monique Gaillard, ont trouvé dans leur boîte aux lettres une grande enveloppe. À l'intérieur, une demande de 15 000 €, sinon leur fils sera dénoncé comme le meurtrier de son épouse. Une clé USB est jointe au courrier. Intrigués, les Gaillards l'insèrent dans l'ordinateur et tombent sur un fichier audio. On y entend la voix de Jérôme qui prononce ces 3 phrases. « Si la famille de Magali apprend ça, je suis détruit. J'aime ma femme plus que tout, mais je n'ai pas d'autre choix que de la tuer. Et ça doit se passer un mercredi, car j'ai mes 4 enfants. » Il dit savoir qui a envoyé les lettres, des Géorgiens qui trafiquent des voitures et à qui il loue des hangars. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que quelques jours après avoir reçu le courrier, en pleine nuit, il a pris la voiture de ses parents, sans GPS ni téléphone, et s'est rendu à un rendez-vous avec l'un des Géorgiens, afin de négocier un délai de 2 semaines pour verser les 15 000 € demandés par ses maîtres chanteurs. Et c'est dans ce délai qu'il a décidé de se rendre chez le juge d'instruction pour faire part de ses craintes. Jérôme explique au juge avoir brûlé la lettre incriminante. Bien sûr, il affirme que ce qu'il raconte sur l'enregistrement, c'était sous l'effet de la colère. Il n'a rien fait à Magali. 10 jours plus tard, 5 Géorgiens sont arrêtés par le GIGN. L'un d'eux explique que Jérôme leur avait proposé 20 000 € pour qu'il fasse disparaître son épouse. Ils ont refusé, mais ils en ont profité pour le faire chanter. Le 18 mars, Jérôme est placé en garde à vue et l'affaire prend un tournant inattendu quand, dans la soirée, le procureur de la République de Rennes confirme la mise en examen de 3 Géorgiens, dont l'un pour meurtre en bande organisée. 48 heures plus tard, Jérôme passe aux aveux. Et il s'avère que le meurtre de Magali est en fait un assassinat mis en place par toute sa belle famille. On retourne quelques mois en arrière. À la mi-novembre, Jérôme est entré en contact avec un vieil ami, Georgie, afin de lui vendre du matériel. Au cours de la discussion, il lui aurait expliqué que son épouse était partie et qu'elle souhaitait divorcer. « S'il y a un problème, il faut régler le problème », aurait alors déclaré Georgie. Il aurait alors évoqué la possibilité de faire appel à l'un de ses amis en Géorgie qui, en échange d'argent, pouvait débarrasser Jérôme de son épouse. Peu de temps avant Noël, Georgie aurait demandé un acompte de 8 000 €. C'est le jour même de Noël que Jérôme met ses parents au courant de son plan. C'est à peu près au même moment qu'il lui aurait remis la somme de 50 000 €. La mort de Magali aurait alors été programmée au mois de janvier. 2 virements ont été effectués les 16 et 24 janvier vers la Roumanie par Jérôme, 20 000 € en tout. Le 11 février au matin, après avoir déposé ses enfants à l'école, Jérôme s'est rendu dans l'immeuble de Magali. Caché dans un renfoncement, il a attendu qu'elle sorte pour lui asséner 2 coups de batte de baseball sur la tête, l'achevant. Il a ensuite caché son corps dans son appartement avant de rentrer chez lui. Là, il a retrouvé son père, Jean, à qui il avait donné pour mission de lui constituer un alibi. Les appels passés depuis le portable de Jérôme et les recherches internet sur l'ordinateur, c'est lui. Puis Jérôme a brûlé la batte de baseball et les papiers de Magali. Plus tard dans la soirée, alors que ses enfants étaient couchés, il est retourné au domicile de son épouse, a nettoyé l'appartement à la javel, puis l'a entièrement déshabillée avant de la mettre dans le coffre d'une voiture qu'il avait acquis spécialement pour l'occasion, en liquide, auprès de Georgie. Pour transporter le corps, il a dû descendre 2 étages, passer devant les baies vitrées des voisins avant de se rendre sur le seul parking accessible. Il s'est rendu dans le bois, a creusé la tombe de Magali, a placé son corps dans le trou et l'a recouvert de chaux qu'il avait fait acheter à sa mère Monique quelques semaines plus tôt.
Le lendemain, il a rendu la voiture aux Géorgiens, leur demandant de la détruire sous prétexte qu'il venait de heurter un cerf et qu'il ne voulait pas d'ennui avec les gendarmes. Ce qui sera chose faite. Le 20 mars 2021, Monique et Jean Gaillard sont mis en examen pour tentative de complicité de meurtre par conjoint et se retrouvent en détention provisoire, tout comme Jérôme et Georgie. Depuis le début de sa mise en détention provisoire, l'avocate de Monique Gaillard minimise le rôle joué par sa cliente dans le meurtre de Magali. Elle a peur de Jérôme, confie son avocate lors de sa plaidoirie durant l'audience de demande de remise en liberté. Elle vivra toute sa vie avec le poids de ne pas avoir dénoncé, mais elle est étrangère à la complicité de ce meurtre. L'avocate rappelle que le code pénal prévoit une immunité pour les parents qui ne dénoncent pas un crime commis par leur propre enfant. Pour autant, Monique Gaillard reste en détention provisoire. Devant le juge d'instruction, Jérôme explique avoir usé de chantage et de manipulation psychologique à l'encontre de ses parents. Apparemment, il se montrait agressif envers eux et leur faisait peur. Ils auraient alors agi sous emprise et par peur de perdre un deuxième enfant après le suicide de leur fils aîné 10 ans auparavant. Mais qu'en est-il du mobile ? L'avocat de Jérôme, maître Jean-Guillaume Lemaintier, prend la parole. Il s'est retrouvé dans une impasse psychologique. Mon client voit la famille comme un édifice. Il a perdu un pilier et tout s'est effondré. Chaque jour sans Magali était insupportable. Ce qui le conduit à commettre ce crime, c'est qu'il avait peur de perdre la garde de ses enfants. Il ne voulait pas que les enfants soient séparés. Mais est-ce la vérité ? D'après ses proches, Jérôme était très possessif et le meurtre de Magali était plus une question financière. En 2006, 3 ans après leur mariage, ils ont acheté la longère qui appartenait aux parents de Jérôme, où 3 générations de Gaillards ont vécu pour 350 000 €. Avec Magali qui demande le divorce, la maison aurait dû être vendue, car Jérôme, sans emploi depuis des années, n'avait pas les fonds nécessaires pour racheter la part de son épouse. Certains pensent donc qu'il n'aurait pas supporté l'idée de la voir prendre son indépendance financière et partir avec une partie des biens du couple, surtout sa maison familiale qu'il aime tant. Le pire, c'est qu'il avait fait part durant les vacances de Noël à 2 de ses enfants de sa volonté d'assassiner leur mère. D'après certaines sources, quand il a compris que les Géorgiens n'allaient pas commettre l'assassinat et qu'il s'était fait arnaquer, il a finalement décidé de passer à l'acte seul. Fait prémonitoire ou non, en 2008, Jérôme a fondé une société de production de films baptisée Film à part et rédige le scénario d'un film baptisé Ego Sum, dont le tournage devait se dérouler à Rennes. Dans ce film, le père de famille souhaitait raconter la vie d'un schizophrène. Le personnage principal, Thomas, prénom de l'un de ses enfants, est décrit comme un homme simple et heureux en apparence. Mari attentionné d'une ambitieuse avocate, il consacre sa vie à sa famille. La nuit, il se plonge dans des cauchemars d'une violence extrême, écrit le scénariste en herbe. Et on découvre au fil du script que ces cauchemars sont en réalité prémonitoires, car Thomas, le mari exemplaire la journée, devient un tueur en série une fois le soleil couché. Et c'est l'un de ces crimes qui résonne maintenant, quand on sait ce qui est arrivé à Magali. Alors que le personnage principal se prépare à agresser sa proie, Jérôme ajoute « L'homme, tel un félin, bondit de sa cachette et fait face à elle. Surprise, elle pousse un cri d'effroi, vite étouffé par les mains de son agresseur, qui lui porte un coup violent au visage. Elle s'évanouit sous le choc. L'homme la traîne alors dans les bois, il tourne la tête de côté, vérifiant bien que personne ne l'a vue. » Malheureusement, on ne saura jamais avec certitude ce qui a poussé Jérôme à tuer Magali, car dans la nuit du 1er novembre 2021, il s'est pendu dans sa cellule. Le corps a été découvert vers 3h45 par les agents pénitentiaires qui effectuaient une ronde des détenus particulièrement à risque dans le service médico-psychologique régional de la prison de Rennes-Vezin. Une lettre d'adieu dans laquelle il rend responsable Magali de cette tragédie ainsi qu'un testament manuscrit ont été retrouvés sur la table de sa cellule. Selon son avocat, Jérôme avait entamé une grève de la faim 3 semaines auparavant pour livrer, disait-il, son dernier combat face au refus de la justice et des services sociaux de réunir ses enfants, sa raison de vivre, répétait-il inlassablement, et de leur permettre de voir leur père dès lors qu'ils en exprimaient le souhait. Maître Lemaintier se souvient de la dernière fois qu'il a échangé avec son client. Il pleurait face à ce champ de ruines qu'il laissait derrière lui et qu'il voulait tenter de réparer, en vain. Il a décidé de mettre fin à ses jours. Mes pensées vont, à ce moment précis, à ses 4 enfants, une nouvelle fois, injustement frappés par le drame et le deuil. 2 ans plus tard, c'est au tour de Jean et Monique Gaillard de se donner la mort par pendaison dans leur salon de leur nouvelle maison. La justice ne sera donc jamais rendue contre la famille Gaillard. Les Géorgiens, eux, n'y échappent pas.
En septembre 2024, Georgi, principal prévenu, est condamné à 4 ans de prison pour n'avoir pas prévenu la police lorsqu'il a appris le projet criminel de Jérôme. À l'audience devant le tribunal correctionnel, il déclare « Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse tuer la mère de ses 4 enfants ». 2 autres Géorgiens seront aussi condamnés pour leur rôle dans cet assassinat. Cet assassinat terrible laisse aujourd'hui 4 enfants orphelins. Pour rappel, au moment des faits, en 2021, ces derniers étaient âgés de 14, 12, 7 et 3 ans. La mère de Magali, Paulette, déclare « Elle pensait les voir grandir. C'était une maman pleine de courage qui aimait ses enfants. Nous sommes toute une famille dans la souffrance. » Maître Fabien Lahaye, l'avocat représentant les enfants de Magali, ajoute « Ce meurtre a été une descente brutale en enfer pour ces enfants. Ils ont donc perdu à travers cette affaire leur mère, leur père, leurs grands-parents. Il est impossible pour eux de se reconstruire. » Aux dernières nouvelles, fin 2024, l'aîné, qui n'était pas encore majeur, était en famille d'accueil. Le second de la fratrie a été placé en foyer éducatif et bénéficiait d'un suivi psychologique. En 6e, la 3e vivait chez sa tante maternelle. Quant au petit dernier, en CE1, il disposait lui aussi d'un suivi psychologique. Et c'était la très triste histoire de Magali Blandin. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous!